Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur le CAF rentable. Le CAF rentable, donc accompagné de café, vous l'avez du compris. café, exactement. Et sur lequel on va parler bourse, on va parler investissement, on va parler aussi potentiellement business. Ouais, développement peut-être, personnel, ouais, peut-être, voilà, ça va des être un sujets, peu divers et varié, mais intéressant et un peu plus de Exactement. façon décousue, plus moins travaillé, moins cartésien qu'en vidéo. Parce Ouais. que toi, tu animes le... Donc moi j'ai la chaîne IQ Invest sur YouTube, donc moi c'est Hugo de la chaîne IQ Invest. Et c'est vrai que voilà, sur nos chaînes respectives, donc toi c'est J'investe, donc Jean de la chaîne J'investe. ça. Et donc tous les deux des vidéos, on vous mettra tout en description, mais des vidéos qui parlent de bourse, d'analyse, mais vraiment plus en détail et plus spécifique sur Exactement. sur des actions. Donc là, ça va plutôt être un format de discussion, un peu plus informel, Ouais. un peu plus détendu. De partage. Exactement. Et Beaucoup de aujourd'hui, partage. par exemple, on va parler de nos débuts en Ouais. bourse, de nos parcours, comment on en est arrivé à investir, pourquoi, les erreurs. On a commencé chez qui Toi, t'as commencé chez Revolut. Moi, j'ai commencé chez Voilà. Revolut. Moi, chez Bourse Direct. Donc, on va un peu C'est parler ça. de tout ça, un peu débriefer. Pourquoi Toi, je pense que tu es sur Revolut, là, à mon avis. J'avais commencé par ça, mais peut-être avant d'attaquer le vif du sujet, pourquoi on fait ce podcast aussi, Ouais, parce que pourquoi en gros, tout a commencé samedi dernier, déjà. c'est ça. Samedi dernier, on était à une petite soirée, on rigolait bien, et en fait, on s'est dit, on parlait de chercheurs de valeur, parce que nous, on était des grands auditeurs de chercheurs de valeur, animés par Victor Ferry et Xavier Delmas, Xavier Delmas, ouais. qui s'est arrêté, malheureusement, mais bon, ça fait partie des choses, qui s'est arrêté il y a un peu plus d'un mois et demi, et on trouvait ça vraiment très intéressant, Mhm. et pour le coup, ça apportait vraiment de la valeur. Et Ouais, c'est et puis vrai. le format hebdomadaire comme ça, le format un peu discussion à deux, on peut rebondir, etc. Ouais, c'est vraiment très intéressant. c'est Enfin, ça. c'était très intéressant. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas essayer? On verra bien là où ça nous mène. Ça se trouve, un jour, Victor Ferry nous accompagnera avec le petit café, Delmas aussi. Et là, voilà, effectivement, c'est le premier jet. Donc on est encore dans un setup Ouais, un peu c'est de l'improvisation. artisanal. Là, c'est de l'impro total. Il y a zéro budget, zéro recherche, rien. Donc voilà, ça va évoluer petit à petit. On va améliorer les choses petit à petit. Et puis de toute façon, vous nous ferez vos retours aussi en commentaire. Et Et on espère en tout cas que ça va vous plaire, et parce Ouais, qu'on va, tout on à va fait. y mettre un peu de temps, on va y mettre un peu d'énergie, et l'argent, le temps c'est de l'argent, donc non, on va essayer de faire quelque chose de bien et qui apporte pas de la valeur, parce que, mais, Si, qui apporte de la ouais. valeur. Ouais. Mais ça sera pas chercheur de valeur. Non, Ça sera le CAF rentable. c'est le CAF rentable. Le CAF rentable. Tout à fait. Bah, Bon. du coup, effectivement, donc le sujet de la vidéo aujourd'hui, nos débuts en bourse, Ouais, nos parcours. nos parcours. Écoute, Jean, Ouais. comment as-tu commencé ton parcours d'investisseur? Déjà, moi, j'ai 23 ans. 23 ans, donc c'est jeune commencer, mais plutôt et le mieux. Je pense que beaucoup d'investisseurs l'ont dit et ont raison. Donc moi, j'ai commencé à 23 ans sur le PEA, vraiment des plus basiques, Bourse Direct. J'ai fait un premier virement de 500 euros. Excusez-moi, ça fait de travers. Là, un petit premier virement pour tester un peu. Donc, j'ai fait les pires erreurs que j'ai répétées. Et là, on essaie de s'améliorer, mais c'était vraiment... et ça allait encore. Mais t'as commencé quand, du coup, sur Bourse Direct? J'ai commencé en juillet 2021. Juillet 2020. Juin 2021. Juin Juin 2021. Parce que j'étais avec mon frère, quand on mettait nos premiers euros en bourse, on découvrait la folie des marchés boursiers. Et donc ouais, j'ai commencé, et en fait j'avais un autre projet qui était l'immobilier, donc j'ai mis complètement en stand-by l'investissement, donc j'ai loupé les meilleures années, enfin en tout cas des bonnes années, en tout cas 2022, ça c'est sûr. Pour la tech c'est dommage. C'était les soldes, hein. Ouais, c'était les soldes. J'ai loupé les soldes, j'ai raté les soldes, mais les soldes reviendront chaque année, en tout cas tous les 2 ans il y a de grandes chances. Et donc ensuite Et t'as acheté quoi comme première action? ou ETF, qu'est-ce que t'as acheté concrètement au début? N'aie pas peur de partager. Non, ma première action, c'était Air Liquide. Ah, Air Liquide, ouais, c'est vraiment l'action de PEA, quoi. T'achètes l'action PEA par exemple. t'ouvres un PEA, t'as l'impression qu'Air Liquide est déjà dedans.
Donc c'était ça, mais j'ai acheté d'autres actions de moins bonne qualité. Comme quoi? Sanofi, Ouais. particulièrement Sanofi. J'ai fait aussi un peu de bancaire, Société Générale. Ça m'a marqué, ouais. Ouais. Enfin, la non-croissance de l'action, la non, voire décroissance Mais même. mais du coup, t'avais pas du tout fait de recherche sur tes Non. actions quand t'as Non, commencé. non, très peu de recherche, beaucoup de feeling, beaucoup de feeling, beaucoup d'analyse graphique, en fait. On se dit, Du trading. Tu faisais du trading. non, pas du trading, mais c'était beaucoup oh, le cours a un peu chuté, donc il va remonter. Et il ne remonte pas, des fois, tout simplement. Il remonte rarement même. Et remonte rarement, ouais. Et, euh, et voilà, donc là, par contre, donc j'ai fait vraiment stand-by pendant plus d'un an, quasiment 2 ans même. Et j'ai repris en septembre 2023, de plus belle, avec de grosses convictions, beaucoup de recherches, Quelle conviction du coup? et ben la découverte notamment de plusieurs styles d'investissement, comme le style quality, Ouais. mélangé donc GARP, etc. On en reviendra un peu après. De toute façon, pour ceux qui nous connaissent, vous savez que on est des investisseurs qualité, quality. Ouais. Donc c'est notre style d'investissement Voilà. de prédilection, quoi. On en reparlera après. De toute façon, on recherche plus. En tout cas, pour ma part, je ne recherche plus des bouses. Faut le dire, les mots, hein. Il y a des actions, elles nous font perdre de l'argent, et elles nous feront perdre encore pendant de belles années de l'argent. Donc voilà. Donc, depuis septembre, je me remets de plus belle, et faut tout donner maintenant. C'est notre argent, donc voilà. Mais du coup, depuis septembre, donc, quelles sont les actions ou les ETF que tu as achetés, que tu as mis en portefeuille? Alors là, depuis septembre, j'ai un ETF qui va concentrer beaucoup. Ça va être le S&P 500, donc le BNP, le ticker ESE, E-S-E. Je pense que vous connaissez à mon avis. C'est la référence du S&P 500 C'est- sur PEVA depuis que Amundi s'est lancé dans l'ESG. Ouais. Bah, parce qu'avant, du coup, j'étais chez Amundi, et voilà, le passage en ESG, on a vu même performance pour des frais supérieurs, ce qui est pour moi pas du tout rentable. Donc j'ai balancé sur le SE. Après j'ai ouvert un CTO entre temps, donc de nouvelles actions. CTO chez qui? Alors j'ai ouvert chez Bourse Direct parce que je voulais Ah ouais. pas. Ouais, au début j'ai ouvert chez Bourse Direct. Ensuite j'ai fait ma première transaction avec les premiers frais. Donc je suis passé chez Interactive Broker parce que les frais C'est moins cher. étaient délirants en fait. Mais on en reparlera un peu plus en détail pour ma part. Toi, Hugo, mais dis-nous plutôt, dis-nous ton parcours. Alors, bah, écoute, moi j'ai commencé en... Tu as quel âge? Alors, moi, j'ai 25 ans, donc un peu plus vieux que Jean, de 2 ans. Et j'ai commencé donc en 2019. J'ai acheté mes premières actions en 2019 sur Revolut. Qui? Quelle action? Revolut, alors attends, parce que du coup j'étais chez Revolut. Pourquoi? Parce que ça a toujours été en fait ma néobanque préférée. Et ça fait très longtemps que j'ai un compte chez Revolut, je crois depuis 2017. Et en fait, ils ont lancé la possibilité d'investir dans des actions directement depuis Revolut. Ok. Et j'ai un ami qui m'en a parlé. Et je me suis dit, ok, on va tester. Donc j'ai acheté du Apple. Je crois que j'avais mis sur 10 euros sur Apple. Ah, en J'avais fraction mis, d'action, ouais, c'est ouais. possible. Sur Revolut, ouais, tu as des fractions d'actions. Et par contre, les frais, c'est délirant. Ensuite, ouais, j'avais acheté du Netflix. Ah ouais. Et un peu comme toi, j'avais regardé le cours d'une action, je me suis dit, ah tiens, elle a pas mal chuté, c'est pas mal, donc j'avais acheté Digital Turbine, je crois. Ah, je connais pas. Ah, c'est, non, non plus, je connais pas. Je connais toujours pas, d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai revendu, d'ailleurs. Ouais, non, c'était une action que j'avais achetée, j'avais mis 10 euros sur Digital Turbine, et sans faire aucune recherche, hein. Et en fait, direct, quand j'ai mis mes premiers euros, j'ai vu que ça commençait à chuter, et je paniquais, je regardais le cours des actions tous aussi. les jours, plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Mais ça va jamais remonter, c'est pas possible. Alors pourtant, c'était que 10 euros. Que 10 ans, ouais. Mais ouais, en fait, je me suis retrouvé ensuite en 2020, pendant le Covid, à tout solder. J'ai tout vendu. Et je me suis pas plus réintéressé que ça aux investissements. En fait, j'avais revendu au moment où j'avais rattrapé mes gains. C'est-à-dire que toutes les actions que j'avais achetées avaient baissé. Et je me suis dit, bah, je vais attendre que ça remonte au prix où j'ai acheté, et puis je revends. Et puis, même tu remontes? Ouais. Ok. C'était remonté. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. En fait, quand j'ai regardé le cours des actions 6 mois plus tard, je me suis aperçu que elles avaient monté
montaient en flèche. Donc si je les avais gardés plus longtemps, ça aurait été... Ouais, surtout Apple et Netflix. surtout Apple, mais si j'avais gardé mes actions en bourse, c'était 10 €, c'était rien du tout. Mais voilà. Et ensuite, donc j'ai repris en 2021, décembre 2021. Et j'avais un peu d'argent de côté et je me suis dit, j'avais demandé à un collègue de travail à l'époque, ok, j'ai envie d'investir, tu vois, dans quoi tu me conseilles d'investir? Parce qu'il investit beaucoup dans les cryptos. D'accord. Ce fameux pote en bourse. Ce fameux pote qui investit dans les cryptos. Conseils incroyables. Et du coup, il m'a dit, ouais, achète du Bitcoin, de l'Ethereum, du Polkadot, du Solana. Ouais. Et je crois que j'avais acheté 5 cryptos en tout, je sais plus ce que c'était la 5e. Et j'avais mis 2000 € comme ça sur les cryptos, décembre 2021. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire que 2 semaines plus tard, ouais, la 2 chute. semaines plus tard, je me tape un moins 30%, c'était début 2022, il y a eu la chute, c'était une catastrophe. Je suis passé de 2000 à 600 €, je crois. Ah ouais. Et ça m'a dégoûté, je me suis dit, purée, mais c'est pas possible. Donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement. Donc, j'ai commencé à regarder sur YouTube toutes les vidéos possibles sur l'investissement en bourse, Tu regardais qui sur les ETF. J'ai commencé, je regardais Mathieu Louvet, je pense, comme beaucoup de gens quand on débute de s'investir. Ouais, c'est ça. J'avais regardé aussi, j'avais lu pas mal le blog Financero. Ouais, je l'ai lu un peu, mais pas. Je trouve il était pas mal sur toute la partie, notamment structure de l'épargne, comment épargner, faire son épargne de précaution, disponibilité, comprendre, voilà, ce qu'est une assurance vie, un PEA, parce que quand tu commences, tu comprends pas, tu sais même pas ce que c'est. Tu sais même pas quel voilà, les avantages choisir. fiscaux, qu'est-ce qu'un compte titre, tu vois, tu sais même pas. Moi, j'avais fait sur Revolut à l'époque, pareil, les cryptos, en fait, je les avais pris sur Revolut. Ah ouais. Et j'avais pris dessus parce que c'était simple, tu vois, c'était la banque que j'utilisais. Et voilà. Et donc, du coup, mais je te coupe vite fait, mais je pense qu'on fera un épisode sur les crypto-monnaies. Je pense qu'on peut même en faire une série dessus parce que vraiment, toi, non, t'as plus de crypto-monnaies. Non, j'en ai plus. Ouais. Moi, j'en ai encore un peu moins un peu moins de 2000 €. Et c'est quelque chose, c'est pas la roulette russe parce que je vais pas cracher dessus. Ça m'a fait gagner un peu d'argent, mais c'est quelque chose qui est, enfin, on en fera une vidéo. Selon moi, en tout cas, il n'y a pas de fondamentaux. Je pense que c'est sujet. Du moment qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, moi, j'ai du mal à trouver l'intérêt de regarder, faire une croissance de quoi, mais qui achète, c'est ça. Qui achète, on ne sait pas, les baleines, il y a plein de termes. Il y a clairement un sujet à faire sur les cryptos. Ouais. Et on en fera. Et ouais, donc pour continuer ensuite en 2022, j'ai vraiment commencé à apprendre l'investissement. Donc j'ai ouvert mon premier PEA chez Fortuneo à l'époque. D'accord. Qui est la banque en ligne que j'utilise en banque principale. Ok. J'ai commencé à investir régulièrement tous les mois. Donc là, j'ai vraiment revu toute ma stratégie d'épargne. J'ai fait un tableur Excel vraiment précis de toutes mes dépenses, de toutes mes entrées. Et là, j'ai commencé à avoir des montants un peu plus conséquents en DCA. J'ai commencé à pouvoir investir. Donc, t'as commencé en DCA l'investissement? Ouais, j'ai commencé en DCA en fait en 2022, je crois en avril. Et à l'époque, j'ai commencé sur des ETF. Ok. MSCI World et MSCI Emerging Market. Le MSCI, j'avais fait 85% World, 85% Emerging Market, 15% Emerging Market. Ok. Et voilà, et en fait, donc j'ai fait du DCA comme ça sur ETF pendant un an, non-stop. Pendant un an non-stop. Et en 2023, c'est là où j'ai commencé à remettre un peu en question ma stratégie. Pourquoi? Parce que déjà, le Emerging Market, je m'apercevais qu'il faisait pas de performance. Non, pas de performance. Moi aussi, en négatif. J'ai fait de l'Emerging Market. Et voilà, et en fait, c'est là que j'ai commencé aussi à un peu plus creuser ce dans quoi j'investis. Et je me suis dit, ok, le Emerging Market, si on prend la performance sur les 10 dernières années, en fait, c'est zéro, quoi. Il y a rien. Il n'y a pas de performance, c'est flat. Plus ça concordait, donc c'était en août 2023, ça concordait en fait avec le moment où Amundi a basculé beaucoup de ses ETF en ESG et mon Emerging Market du coup est passé en ESG. Donc du coup je me suis dit ok, c'est le moment, je le dégage. Donc j'ai vendu les Emerging Market et à ce moment-là je me suis dit faut que j'arrête mes conneries d'investir dans un World et dans du Emerging Market, je vais tout mettre sur du S&P 500. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de performance et c'est largement assez diversifié. Le S&P 500 a fait ses preuves pour moi, voilà. Et va continuer de les faire.
contrairement aux pays émergents qui doivent émerger depuis Ça fait 70 ans qu'ils doivent émerger. 70 ans qu'ils doivent émerger, ils ont toujours pas émergé. Toujours pas émergé. Donc, je suis quelqu'un de patient, mais quand ça parle de mon argent, j'aime bien avoir quand même du concret. Et pareil, j'avais fait de l'emerging market. Je pense qu'on avait le même ticker, enfin, même ETF. Ouais, c'était le PAEEN. Je sais même plus. Mais moi, j'ai arrêté. Pareil, j'avais fait, moi, sur le Nasdaq. J'avais fait du DCA sur le Nasdaq 100. Ouais, bah, c'est ça. Ouais, le PUST. Ouais, non, oui, oui. Ouais, l'Ixor, qui avait été racheté par Amundi. Ouais. Et j'avais fait du DCA dès le début, en plus. Dès le début sur le Nasdaq et sur l'emerging market. Et là, alors là, le fossé, il est encore plus impressionnant. Et j'étais en mode, mais, il y en a un qui est en train d'exploser et un autre, mais c'est même pas, il chute, quoi. Il se passe rien. Non, il se passe rien. Parce que, encore, il tombe. Bon, on se dit, ok, c'est, bon, erreur de, erreur, mais là, il se passe rien. C'est vraiment autant mettre de l'argent sous le matelas et ça fera pareil, quoi. C'est ça. Et donc ouais, t'as commencé avec des ETF, après t'as acheté des actions aussi. Ouais, alors effectivement, et donc du coup, au moment où j'ai switché sur du S&P 500, donc c'était autour de juillet-août 2023, c'est là où j'ai vraiment aussi commencé à m'intéresser à l'investissement en actions individuelles. Et à la base, en fait, je voulais me faire un portefeuille d'actions à dividendes. Les fameux. Alors que là, il y a des sacrées sociétés à mettre dedans. Là, je suis tombé sur toutes les vidéos sur l'investissement en dividendes, etc. 8% de rendement. Voilà. Et là, j'avais commencé à me faire une petite shortlist d'actions. Je me rappelle, il y avait du AT&T, il y avait du Total, il y avait du Danone. Enfin, beaucoup de bouse en fait, hein, si on dit les termes. Et heureusement, je me suis jamais lancé dans ce portefeuille-là parce que en fait, j'avais toujours de l'appréhension et je me suis toujours dit les actions individuelles, en fait, on entend toujours que ça sous-performe par rapport aux ETF. Et en fait, j'avais jamais osé franchir le pas d'acheter des actions individuelles. J'étais toujours 100% ETF. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je suis tombé sur l'investissement Quality, grâce notamment à la chaîne de Roman Payet. C'est grâce à lui que j'ai découvert donc l'investissement Quality. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à approfondir mes recherches, à apprendre comment analyser une entreprise, une action, et où je me suis lancé dans la stratégie Quality. Donc j'ai commencé la stratégie Quality sur le compte titre, sur Interactive Broker. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile il y a plus d'informations, on va dire, de manière générale. Il y a quand même une prise en main chez ce courtier-là. Mais où tu mets ton ami, il fait des vidéos que sur Interactive Broker. Oui, c'est Excel Interactive Broker, je crois. Excellent. Franchement, lui, il m'a aidé plusieurs fois. Il m'a aidé plusieurs fois. Et c'est plus facile dans le sens où il y a des fractions d'actions. Ouais. Et les entreprises américaines ont Puis les frais de courtage sont quand même moins élevés que par exemple le CTO de chez Bourse Direct qui est beaucoup plus cher. Ouais. Et voilà, j'avais acheté les premières actions, j'ai acheté du classique, hein, Apple, Microsoft, Mastercard. Ok. Et donc ça, c'était en août 2023. Août 2023. Là, j'ai commencé, à acheter mes premières actions Quality sur le compte titre. Et en fait, direct, donc c'était fin 2023, donc ça commençait un peu à reprendre, la bourse a commencé à remonter. Et même ça avait déjà commencé à remonter depuis le début de l'année. Et là, j'ai vraiment adoré cette stratégie d'investissement, en fait. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est pour moi la stratégie d'investissement qui a fait direct sens. Pourquoi ? Parce que c'est concret. C'est-à-dire que c'est pas basé sur du vent, c'est pas basé sur des analyses techniques, on fait des traits sur des graphiques. C'est du concret. C'est est-ce qu'une entreprise gagne de l'argent ? Est-ce qu'elle a une bonne croissance ? Est-ce qu'une entreprise est rentable ? Est-ce qu'elle a des bonnes marges ? Est-ce qu'elle a un avantage concurrentiel ? Est-ce qu'elle a des bonnes marges ? Est-ce qu'elle a un moat, un avantage compétitif ? Et en fait, à partir de tous ces critères-là, on peut établir une évaluation précise sur une entreprise, savoir si elle est de qualité ou pas. Et en fait, une entreprise de qualité, mathématiquement, surperforme le marché. C'est normal parce que dans un marché, en fait, un ETF, c'est quoi ? C'est tout simplement la moyenne du marché. Et dans cette moyenne du marché, il y a des entreprises qui vont faire mieux, des entreprises qui vont faire moins bien. Mais dans l'ETF, on doit tout mettre. Exactement. Et en fait, c'est la loi de Pareto, pour ceux qui connaissent, donc le 80-20. On a 80% de la croissance d'un ETF qui est fait par 20% des actions.
Et ça, c'est tout à fait vrai. Et en fait, c'est 20% des actions, malgré ce que Jack Bogle nous dit sur... ne cherchez pas... Je suis en train de le lire, en plus. Exactement. Je suis en train de le lire. Bah, franchement, pour l'instant, c'est pas le meilleur. Enfin, Non, très, mais très bien, bon livre, mais bien pour débuter. pour investir, voilà, avec bon sens, mais je suis un peu sur la... Ouais, en fait, c'est un grand défenseur des ETF, et nous, on aime le stock picking. C'est ça, quand tu commences à mettre un pied dans le quality, tu te rends compte que bah, le 20% des actions qui surperforment, c'est pas de la magie noire, en fait, pour les trouver. Faut pas être un devin, faut pas être un professionnel de la finance ou je sais pas quoi. Faut juste regarder les chiffres. Quelles sont les actions qui font la meilleure croissance, qui ont la meilleure rentabilité, qui ont les meilleures marges, les meilleurs avantages compétitifs. Et ce sont ces actions-là qui, sur le long terme, surperforment le marché, tout simplement. Donc du coup, quand on a compris ça, on se dit, mais à quoi bon acheter un ETF, en fait, alors que je peux juste acheter les meilleures actions de l'ETF et je serais bien mieux Ouais, c'est ça. Et donc du coup, bah, voilà, de fil en aiguille, en fait, en octobre, j'ai commencé à développer ma méthode d'analyse. J'ai commencé à analyser moi-même mes premières actions et à sélectionner aussi des actions de qualité pour le PEA. Donc là, j'avais... il y en a moins. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup moins. Alors là, faites attention parce que... Sur le PEA, il y en a pas beaucoup. Hein. Pour moi, il y en a... actuellement, j'en ai trouvé 8 qui correspondent aux critères qualité. LVMH, Hermès, L'Oréal, Novo Nordisk, ASML, ouais, bien sûr. Dassault Systèmes, Deutsche Börse, et Evolution AB. Evolution AB, qui est la dernière, qui est la dernière pépite que j'ai trouvée sur le PEA. Et si Ferrari, alors Ferrari techniquement est une action de qualité. Elle a tout d'une action de qualité sur le papier. Le seul problème de Ferrari, c'est le secteur, c'est de l'automobile. Mais on fera une vidéo aussi, on fera un podcast, je pense, sur les secteurs compliqués, ou en tout cas ceux dont on n'est pas fan. Et malheureusement, c'est vrai, Ferrari fait partie des secteurs compliqués. Mais sur le papier, c'est une boîte extraordinaire. Elle a des marges de dingue, elle a une rentabilité de dingue, une croissance exceptionnelle. Enfin, je préfère investir dans Ferrari que dans Tesla. Ah ouais, mais et pourtant, 1000 fois. Tesla était plus performant. Ah ouais, mais niveau chiffres, c'est le jour et la nuit. Hein. Tesla a des chiffres qui sont dégueulasses, il faut te dire. C'est clair. Et puis là, perte de part de marché, ils sont en train de le comprendre. Même les investisseurs sont en train de comprendre. Ouais, bah, BYD, les Chinois, ils sont en train de tout rafler. Hein. Ouais, forcément. Ah, c'est pour ça. Mais donc, du coup, toi, ensuite, une fois que tu as commencé à vraiment être sérieux sur ta DCA, là, qu'est-ce que tu as acheté concrètement? Comment tu as fait Alors, moi, j'ai fait la méthode DCA pendant assez longtemps, mais sur les ETF, pas sur les actions. J'ai quasiment jamais fait de DCA sur les actions. Okay. Parce que j'ai jamais acheté de fraction d'action. Alors, moi, quand je dis DCA sur les actions, c'est plus du VCA. Je sais pas, du value cost averaging. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pas investir tous les mois sur les mêmes actions sans me poser de questions. Ouais. C'est juste que j'ai ma liste d'actions, j'ai ma watchlist avec une quinzaine d'actions. Et tous les mois, en fait, je me pose devant ma watchlist, je me pose devant mon portefeuille et je me dis, OK, ce mois-ci, il y a ces actions qui sont correctement ou sous-évaluées. Et par rapport à la composition de mon portefeuille, je décide d'acheter une action sur le compte titre et une action sur le PEA. Tu te limites vraiment Ouais, sinon ça coûte trop cher en frais. Sinon, t'as envie de tout acheter. Bah, c'est ça. Ouais. C'est ça, sinon t'achètes tout, mais ça coûte trop cher. Vraiment, la checklist, c'est extrêmement important. Enfin, on en reparlera, mais donc oui. Moi, j'ai fait du DCA. T'avais du Soitec jusqu'à récemment. Soitec. J'avais fait une bonne analyse sur Soitec, je me souviens, parce que je l'ai acheté il y a une de mes premières actions aussi avec Air Liquide. Donc Soitec Energy. Non, Soitec tout court d'ailleurs, mais c'est dans les microprocesseurs, etc., dans les semi-conducteurs. Petite boîte qui vient de Grenoble. Donc la performance n'y est pas. En tout cas, n'y est plus. Je m'en suis séparé en fait, malheureusement, mais ça fait partie des choses. C'était une mauvaise, pas une bonne action en tout cas. Je l'avais acheté pas forcément cher, mais là, en ce moment, ça ne se passe pas bien chez eux. En fait, j'avais fait une erreur. C'était, je l'avais acheté, mais elle était encore en perte. Ça a acheté une action. Et il n'y avait pas d'historique du coup. Enfin, elle était en perte. Il n'y a pas d'autre mot. Elle perdait de l'argent. Plus elle produisait, plus elle perdait de l'argent.
Donc, j'ai fait cette erreur en même temps. Donc, c'était au début. Hein. On apprend de ses erreurs, c'est très important. Ça, c'est le principal avantage de la bourse. Surtout quand c'est notre argent. Bourse. J'avais acheté Soitec et Ubisoft parce que j'étais un joueur fou sur ordinateur. Ouais. Bon, j'étais un joueur ordinateur. J'aurais dû acheter du Nvidia plutôt que du Ubisoft. Là, si tu avais acheté du Nvidia fin 2023... Ouais. Ah ben non, parce que quand j'ai acheté Ubisoft, ça a été en 2021. C'est quand j'ai ouvert le PEA. Donc, si tu avais acheté du Nvidia en 2021, je vous invitais tous. Non, ouais, je vous invitais tous. Non, mais là, donc j'avais acheté du Ubisoft, du Soitec, pareil, hein, c'était des entreprises qui avaient graphiquement corrigé. Pourquoi j'ai acheté ça, je ne le sais toujours pas. J'avais pas fait de checklist, j'avais pas fait rétrospectivement, j'avais pas fait de checklist, j'avais pas fait d'analyse fondamentale de l'action, c'était vraiment, le graphique il a tombé et tout. Après, j'avais 19 ans, j'avais 18 ans, donc forcément, on est un peu plus euphorique, on met nos premières dizaines d'euros dedans et on voit un peu, on voit que ça tombe en fait, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et Soitec, plus quand j'avais acheté, le patron était parti au même moment, etc. Enfin, le PDG, c'était un peu l'apothéose. Donc, j'ai secoué le cocotier, j'ai revendu Ubisoft, j'ai revendu Soitec, et j'ai revendu Société Générale, vraiment, mais des actions de qualité, hein, vraiment, de qualité. Et je me suis concentré sur vraiment des actions qui valent le coup, et sur le court terme, sur le moyen terme, et on le verra sur le long terme, vont surperformer et vont performer en tout cas le marché. L'avantage en bourse, c'est que assez vite, on va voir si une entreprise sous-performe ou en tout cas si elle fait n'importe quoi par rapport au marché. Déjà, on a tendance à répéter en bourse que les performances passées ne présagent pas les performances futures. Oui, mais en même temps, il y a des tendances. Il y a des tendances et une entreprise. Alors là, on parle pas forcément de performance boursière. Non, pas du cours de l'action, mais on parle pas du cours de l'action, mais une entreprise qui fait des bonnes performances depuis 10, 20 ans. Typiquement, si on prend un LVMH par exemple, qui a un historique très bon, ou même un L'Oréal qui fait du 7-8% de croissance non-stop depuis 20 ans, qui a des marges qui s'améliorent au fil du temps, qui a beaucoup de cash, des marques extrêmement fortes. C'est des entreprises qui, même si elles ont surperformé par le passé, elles auront beaucoup plus de chances en fait de surperformer dans le futur, tout simplement parce que les tendances continuent, et une entreprise qui a un très bon historique a beaucoup plus de chances de continuer d'avoir ce très bon historique qu'une entreprise qui a un historique dégueulasse. Forcément, elle va pas changer du jour au lendemain et découvrir l'eau chaude. C'est ça, c'est absolument ça. C'est ça, c'est une société. Les chiffres, ça ment pas. Non. Bon, en tout cas, faut vraiment éviter de l'acheter et on verra assez vite que l'entreprise a menti, mais les chiffres, ça ment pas. Si vous, pour acheter une action, il y a toujours quelque chose. Faut jamais regarder le prix en fait. Quand on analyse une action, on regarde pas le prix, on regarde pas le cours. On n'achète jamais une action parce qu'elle est sous ou surévaluée. Non. D'abord, on regarde les fondamentaux, on regarde les chiffres, on étudie la boîte concrètement. Ouais, son business model. À la fin, tout à la fin, on regarde les chiffres. Si elle est sous-évaluée, tant mieux, on peut l'acheter. Si elle est surévaluée, on la met dans la watchlist, on attend qu'il y ait une petite correction. Mais on regarde jamais le prix d'une action quand on commence à l'analyser. Personnellement, je commence par l'analyse fondamentale, toujours avant de regarder en détail, hein, forcément. Avant de regarder acheter une action, c'est grosso modo combien elle coûte. Oui, mais je vais pas me focaliser là-dessus. Je vais pas faire une analyse graphique, ça m'intéresse pas. Les dessins, c'est du court terme. Dans une semaine, ils seront passés les graphiques. Ouais, c'est ça. Puis tu vas pas aller chercher une action parce qu'elle est sous-évaluée. C'est ça. Là, c'est pas parce qu'il y a un PER de 4 que l'action est excellente. Je fais référence à aucune société, mais bon, je pense à... Il y a des PER de 4, il y a des PER même négatifs. Peut-être Renault, elle doit avoir un PER de 4. Ouais, mais Société Générale, elle est pas loin. Bon, après, c'est les secteurs, bref. Ouais. Mais je commence par faire une analyse fondamentale. Est-ce que l'action va être... Est-ce qu'elle me plaît? Par exemple, j'avais commencé à regarder McPhee. On était en pleine bulle sur l'hydrogène. C'était une start-up. Mais c'était... Ils ont tiré le virus, McPhee? Non. Non, c'est McAfee. Non, McPhee, c'est, elle a chuté en bourse, hein, et c'était une action que j'avais vue. On était sur l'hydrogène. On en parlait comme le Bitcoin. Moi, je me dis, bon, ça peut être tendance. Je regarde les chiffres. Horrible. Ouais, il n'y a pas d'autre mot. Ils étaient horribles, les chiffres. Pas de trésor, des dettes,
des parts de marché en moins. Donc bon, forcément, je me mets pas dessus. Et en fait, pas la bourse, mais son histoire, ce qu'elle est, a eu raison d'elle. Elle a chuté en bourse, elle doit être à 2 euros ou 1,50 € en ce moment. Donc, il faut toujours regarder l'analyse fondamentale. Faites vraiment l'analyse fondamentale. Cherchez, hein, c'est votre argent que vous allez mettre en bourse. Donc, faites quelque chose de bien. Même si vous êtes riche, hein, faire quelque chose de bien. Mais vraiment, cherchez, lisez un peu le rapport annuel, pas les 600 pages, mais voilà, prenez les principaux points. Déjà, rien qu'en se basant sur 3 critères et en regardant la croissance du chiffre d'affaires, est-ce qu'une entreprise gagne de l'argent et est-ce qu'elle augmente ses revenus d'année en année de manière importante? Donc, quand on dit importante, c'est plus de 8% par an, plus de 7-8% par an. Est-ce qu'elle a des bonnes marges? Plus de, on va dire... ça va dépendre du secteur. mais plus de 20% de marge opérationnelle, on va dire que c'est un peu le minimum. Ouais. Et est-ce qu'elle a une bonne rentabilité, donc un ROE ou un ROCE supérieur à 20%. Ça, c'est vraiment les 3 critères de base. Et déjà, rien qu'avec ça, on limite la casse. Vous limitez la casse. Ouais. Rien qu'avec ça. Moi, vraiment, le premier truc que je regarde, ça va être le nom de l'action, forcément, hein, parce que si on a entendu ça dans le journal, ça veut dire que c'est trop tard pour l'acheter. Ça va être le ROE, on va en reparler de toute façon plus tard, les ratios. Mais je regarde le ROE, déjà le ROE, ça en dit long, ça va voir si l'entreprise crée de la richesse pour de la valeur à ses actionnaires. Si le ROE il est nul, 5, 10, 8%, c'est sans moins. Et rien qu'en regardant ça, il y a aussi un ROE qui va être croissant, mais ça on en reparlera un peu plus tard, je pense. Ok, donc du coup, aujourd'hui, donc toi, t'es Quality, principalement, ouais. Et tu mixes entre actions et ETF? C'est ça. Alors là, en ce moment, ça va être 75%, ouais, 75% stock picking, ouais. Et le reste, tout simplement en ETF. Et toi? Moi, j'ai 40% de mon portefeuille qui est en ETF, 60% en actions individuelles, mais en fait, j'achète plus d'ETF. J'achète plus d'ETF tout simplement parce que... T'arrêtes le DCA? Ouais, en fait, moi, quand je dis DCA, comme Ouais. je t'ai expliqué, c'est que tous les mois, j'ai une somme d'argent que j'investis. Je la divise en 2. J'envoie la moitié sur le compte titre, la moitié sur le PEA. Et tous les mois, j'achète une action sur le PEA, une action sur le compte titre. Et c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup de mal à acheter des ETF. Tout simplement parce que je me dis... on achète des valos à... Moi, quand j'achète du S&P 500, tu vois, je me dis, j'achète du AT&T, j'achète du JP Morgan, j'achète du Coca-Cola, tu vois, j'ai pas envie d'acheter ces boîtes-là. Ou même t'achètes du Nvidia avec des PEA de 89. Ouais, aussi. Donc, t'achètes tout le cocotier, donc t'achètes... Après, t'as la performance du marché moyen, c'est sûr. Ouais. Mais, voilà, du coup, maintenant, j'ai beaucoup de mal à acheter des ETF, parce que j'ai envie de renforcer mes positions sur les actions que j'ai en portefeuille. Surtout parce que quand on analyse ces actions après, qu'on suit les rapports de résultats trimestriels, moi vraiment je me force tous les trimestres à regarder tous les rapports des actions que j'ai en portefeuille et en watchlist. C'est le minimum. C'est le minimum. Et d'ailleurs je fais des comptes rendus sur Instagram, je fais des posts à chaque fois sur chaque ça peut vous faire gagner chaque annonce de résultats. Voilà, c'est beaucoup plus rapide, hein, pour ceux qui n'ont pas le temps. Vous pouvez aller sur mon Instagram @iq-invest.fr, mais tous les liens seront en description. Tous les liens seront en description, ouais, c'est vrai que... Et effectivement, donc quand en plus on suit les résultats d'une entreprise et qu'on regarde les résultats trimestriels, c'est vrai qu'on se dit c'est des boîtes de ouf, quoi. Elles font de la croissance, elles pu savoir quoi en faire. Là, si on reprend par exemple Microsoft dernièrement, encore 17% de croissance. Et surtout qu'en plus on a des sociétés en commun, mais notre watchlist quand même... on a des portefeuilles quand même assez différents. On a quand même des portefeuilles. Je sais que ta plus grosse position c'est Alphabet. Ça va être là en ce moment c'est LVMH, après ça va être Alphabet. LVMH, Alphabet, Markel, aussi l'assureur. Ouais. J'ai aussi United Health, c'est un assureur excellent, vraiment première position du Dow Jones. J'ai du Texas Instruments. Ah oui, c'est vrai que toi, c'est une action que Texas Instruments. Excellente action. Mais ça, j'en ferai une vidéo, je pense, à ce sujet-là, parce que tout le monde rigole. Tout le monde se moque de moi. C'est pas une si mauvaise boîte que ça. Hein. Excellent. Mais excellent. Et on la connaît depuis tout petit.
Bah, les calculettes. Les calculettes, Au mais lycée, là. mais oui. Les gros trucs. Et c'est une société de fous. Allez regarder un peu, allez lire ce qui se passe sur Texas Instruments Relations Investor. C'est sur Google, vous allez tout voir. Regardez par vous-même un peu et on en reparlera assez vite. Voilà. Préparez le terrain et vous allez voir si c'est une sacrée action. C'est une sacrée action. Mais ouais, toi, t'as du MSCI. Alors moi, mes plus grosses positions sur le PEA, c'est LVMH et ASML. Ah, c'est C'est bon. mes plus grosses positions, mais aussi mes plus fortes convictions D'accord. sur le PEA. Et sur le compte titre, mes plus grosses positions, ça va être Visa, Mastercard et Microsoft. D'accord. Mais sur le compte titre, c'est un peu mieux réparti. Parce que sur le PEA, c'est vrai que j'ai acheté beaucoup de LVMH et de SML en fin d'année dernière parce qu'elles étaient très basses. Bon là, SML, depuis janvier, elle a explosé. Ouais. Donc j'attends qu'elle repasse la barre des 800. Si elle repasse en dessous des 800, je pense que je vais remettre une cartouche dessus. Alors que moi, non. Alors toi, c'est vrai que moi, t'as non. pas SML. Moi, en j'ai pas portefeuille. SML, j'ai loupé le coche. J'ai loupé le coche. Et pourtant, c'est une société de dingue. Hein. Faut Ah, dire c'est ce qu'il y a, incroyable. C'est une société de fou, un avantage compétitif de dingue. Je l'ai pas en portefeuille. C'était une époque où j'étais pas mal sur Texas Instruments. J'avais encore Soitec, donc je voulais pas me remettre dans les dans les semi-conducteurs. Donc j'ai pas acheté. Mais bon, ouais, par contre, ça serait encore trop cher, beaucoup trop valorisé. Parce que le quality, c'est pas parce que c'est une société avec des marges de fou qui apporte. Pas acheter à n'importe quel prix. Voilà, faut pas acheter à n'importe quel prix. On va pas acheter du Novo Nordisk, qui est une entreprise de dingue. Oh, qu'est-ce que j'aimerais acheter cette entreprise, mais elle baisse pas. Elle baisse pas. Et puis, elle veut pas baisser, à mon avis. Elle veut pas baisser. Elle veut pas. Nvidia, voilà, Nvidia, c'est une entreprise terrible, Nvidia. super performance, etc. Mais encore une fois, je vais pas acheter une boîte. En fait, quality ne veut pas dire on achète toutes les meilleures sociétés, parce qu'en ce moment, elles sont très chères, les sociétés. Elles sont très chères, on est sur des marchés très hauts. Donc, c'est comme value ne veut pas dire acheter que des daubes. Ah, en fait, Beaucoup de gens Voilà. disent faire du value, mais en fait achètent AT&T, Atos, Danone, ouais, ils espèrent un rebond sur Casino, là, qui va bientôt décoter. Casino, purée. Ah ouais. Avec 10 euros, on peut avoir 1000 actions chez Casino, là, en ce moment. Ouais, mais c'est pas parce qu'une action a perdu moins 50% qu'elle peut pas reperdre moins 50%. Ça peut aller jusqu'à moins 100, on peut tout perdre. On peut tout perdre, donc quality, c'est vraiment... si on fait quality, on a une chance de tout perdre, mais encore une fois... Quality, il y a de grandes chances de tout perdre. Non, il y a très peu de chances de tout perdre. Il y a très peu de chances de tout perdre en quality, mais il faut pas acheter à n'importe quel prix, parce que forcément, si vous achetez du Nvidia à $900 comme elle était récemment... La bourse, pour moi, c'est comme l'immobilier. C'est, comment dire, le bénéfice qu'on va se faire, qu'on peut espérer, ça va se faire déjà au point d'achat. Si on s'est pas trompé de société, etc. Mais si déjà on s'est pas trompé en ayant acheté une société trop survalorisée, on peut, en règle générale, peut espérer quand même un beau rendement. Mais tout se fait, là par exemple, Alphabet et va commencer à devenir un peu survalorisé. Même là, elle va être surévaluée. l'annonce de résultats, parce qu'ils ont annoncé verser leur premier dividende. 20 centimes. Elle a pris quoi, 20%? Ouais, 20% une journée. Ouais. C'est terrible. Donc, j'étais plutôt content, je voulais me renforcer, mais ce n'est plus le bon moment pour se renforcer. Je suis dégoûté, je voulais en acheter. Je voulais en acheter, mais personnellement, je me force à ne jamais acheter une action que je n'ai pas analysée. Ouais. Et en fait, je vais faire l'analyse. Ça, c'est très intéressant ce qu'il vient de dire. Ouais. Ah. C'est vrai. C'est très intéressant. Parce qu'on l'a tous fait. Le truc intéressant, ouais, chiffre d'affaires, ouais, PER de 14, bon, allez, je mets un peu d'argent dedans, mais on sait rien. On connaît juste le prénom. Je pense que, franchement, si on faisait une stat, je pense que 90, voire même 95% des investisseurs en bourse ne connaissent pas le business model des sociétés dans lesquelles ils investissent. Ça, je pense que c'est une stat qui peut être vérifiée. Ouais. Et donc c'est pour ça que personnellement, je me force à ne jamais acheter une action que je n'ai pas analysée et sur laquelle je ne connais pas son business model. Donc Alphabet, bon, on a tous plus ou moins idée de ce que fait Alphabet quand même. On l'utilise tous les jours. Voilà. Mais quand même,
Je suis pas rentré dedans et je suis dégoûté parce que je vais faire l'analyse d'Alphabet cette semaine. Là, à l'heure où on tourne le podcast, on est samedi. Ouais. Je vais faire l'analyse mercredi. Je crois que les résultats sont sortis quelque chose comme jeudi. Ouais, À une semaine près, j'aurais pu me positionner sur Alphabet. Ouais, c'est clair. Merde. J'ai trop traîné pour faire l'analyse. Ouais. Parce que je ouais. me disais, ouais. Mais c'est comme Meta. Meta, je sais qu'il faut que je fasse l'analyse aussi parce que. Meta, très bonne société, mais encore une fois. C'est Zuckerberg. Ouais, c'est ça. C'est comme Tesla avec Musk. À l'inverse, c'est aussi comme Bernard Arnault avec LVMH. C'est un très bon PDG. Moins parce que Bernard Arnault, on n'en entend pas parler. Oui, mais il y en a quand même qui investissent pour le personnage, comme il y en a qui investissent dans le Kering pour François Pinault. Ou Warren Buffett avec Berkshire Hathaway, ça c'est sûr. Mais Bernard Arnault gère excellemment bien son entreprise. Et surtout, il fait pas parler de lui. Et surtout, il fait pas de scandale, il va pas aller faire des tweets comme Elon Musk. Il va pas proposer des combats à François Pinault, voilà. Meta avec Elon Musk. C'est une délire de métaverse. Jamais Bernard Arnault se lancerait dans un truc aussi. À cramer la trésorerie d'LVMH dedans, c'est clair. Non, mais bon. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention. Prenez votre temps. C'est votre argent. Faites vos recherches, c'est le plus important. Ça rime en plus. C'est beau. C'est un poète. Ça rime. Non, mais vraiment, faites attention, c'est votre argent. Lisez au moins les rapports trimestriels, lisez au moins les oui, grosso modo rapide. Vous n'êtes pas obligé de regarder les conf calls pendant 30 minutes, mais juste quand un rapport trimestriel sort, si vous l'avez en portefeuille, c'est minimum. Voilà, vous allez sur le site Investor Relations. En général, vous tapez le nom de la société sur Google, Investor Relations. Vous allez tomber sur la page. Vous regardez, il y a toujours une présentation ou un communiqué de presse. Vous regardez juste les chiffres. Est-ce qu'il y a eu de la croissance? Combien de croissance? Est-ce que les marges ont bougé à la hausse, à la baisse? Comment a évolué l'EBITDA? Voilà. Et c'est pas parce que c'est une boîte américaine qu'elle est compliquée à analyser. Ah non, c'est les mêmes chiffres pour toutes les boîtes. C'est les mêmes chiffres, c'est les mêmes méthodes de calcul. Je crois que c'est les normes IFRS. Ouais, c'est ça. Le SCARP, etc. Mais vraiment. ChatGPT, voilà, moi je suis pas très fort en anglais, toi Hugo, tu l'es plus que moi, ça c'est sûr. Et ben on a tous les deux de l'américaine en portefeuille, ça fonctionne. Et voilà, vous mettez sur ChatGPT, vous prenez les transcripts, vous envoyez ça sur ChatGPT, il va tout vous traduire, vous aurez tout. Même pour faire les analyses. Vous prenez les 10K ou les rapports annuels des entreprises, même si c'est en anglais, vous copiez-collez dans ChatGPT, c'est en français. Pas de panique. Ne restez pas dans votre zone de confort avec que des entreprises que vous connaissez, Société Générale, BNP, Amundi. Bon, j'ai cité que des financières, mais il y aura Stellantis, Renault, il y en aura plein, des Atos, etc. Faut sortir de votre zone de confort, n'oubliez pas que... ne pas penser que par le PEA, surtout. Ça, je pense que ça fera... c'est ça, faut vraiment... Faut sortir de sa zone. Il y a 8000 sociétés. Non, plus de 8000 entreprises en bourse. France, à 40. Allez voir sur le scanner IQ Invest, il y en a 8800. 8884, très exactement. Ouais. Si ça vous intéresse, vous aurez tous les liens en description, encore une fois. Évidemment. Non, c'est sûr. Ouais. Carrément. Je pense que ça fait un bon mot de la fin. Ouais, un bon mot de la fin. Un bon mot de la fin, donc n'achetez pas des entreprises que vous n'avez pas analysées. Voilà. Sinon, prenez un ETF. Voilà. Et si vous l'avez acheté, eh ben, la moindre des choses. Suivez les annonces de résultats. Suivez les annonces de résultats. Vous l'avez acheté. Au moins la croissance du chiffre d'affaires. Regardez, est-ce que l'entreprise a fait de la croissance et combien? Est-ce que c'est au-dessus des attentes, en dessous des attentes? Comment le cours de bourse a réagi? Vous serez bien content d'avoir des dividendes, faut les mériter. Vous voulez que ça crée de la valeur, et ben aussi apporter de la valeur à vous êtes propriétaire, hein. Quand on est actionnaire, on est propriétaire de part de l'entreprise. Donc, c'est ça. Au lieu d'acheter n'importe comment, vous êtes mini-patron, si je puis dire. Vous devez de lire au moins les rapports trimestriels. Ils font 10 pages, hein, le truc. Ça fait une dizaine de pages. Hein. Vous lisez ça en 10 minutes, 15 minutes, c'est bouclé. Vous avez nos chaînes aussi. Il y aura tout en description. Non, il y aura des analyses, etc. Nous, en tout cas, on aime bien aller chercher dedans. Donc, n'hésitez pas à regarder. Voilà. Je pense que c'est un bon mot de C'est un bon mot de la fin. Donc,
Merci à tous Ouais. de nous avoir écoutés. Merci à tous. On espère que ce format vous plaira, ce format un peu plus détente, un peu plus relax. Discussion autour d'un café. Voilà, c'était l'idée du podcast. Ouais. Ça va s'améliorer au fur et à mesure. N'hésitez pas aussi à nous communiquer des en idées commentaire, de sujets, vraiment. en commentaire. L'espace, il est à vous. Faites-vous plaisir. Voilà, Même des axes d'amélioration, on est là. Tout à fait. On est là pour s'améliorer, on est là pour faire décoller le YouTube Finance quand même. Français, il y a encore beaucoup de choses à faire, donc on a besoin de vous pour se faire connaître, on a besoin de vous pour s'améliorer. Partagez-nous toutes vos idées en commentaire, et puis comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement à la chaîne, surtout l'abonnement à nos chaînes respectives, s'il vous plaît. J'investe et IQ Invest. Voilà, et faites-vous plaisir et lisez les rapports annuels. Lisez vos rapports annuels. Bon, allez, sur ce, ciao. Ciao. Salut. Putain, c'est ça.